Le matin du 12 mars 2009, un agent immobilier s'est rendu au numéro 847 d'Ocean View Drive à Oxnard, en Californie, pour une évaluation de routine. La maison de plage, avec vue sur le Pacifique, était trop silencieuse. Aucun des propriétaires n'a répondu à la sonnette. L'agent immobilier a contourné la propriété et a trouvé la porte arrière entr'ouverte. Dans le salon, 2 corps. Marcus Holloway, 41 ans, et Jenna Cordova, 38 ans, gisaient sans vie sur le canapé. Apparemment, un couple qui avait décidé de mettre fin à ses jours ensemble. Mais la médecin légiste du comté de Ventura, le docteur Patricia Lim, a trouvé quelque chose qui ne collait pas. La rigidité cadavérique de Marcus indiquait qu'il était mort au moins 4 heures avant Jenna. Un double suicide ne fonctionne pas ainsi. Les enquêteurs du département des homicides de Ventura ont commencé à fouiller les lieux. Aucune lettre, aucune arme visible. Seulement 2 verres de vin à moitié vides sur la table basse et un flacon vide de zolpidem, un médicament contrôlé contre l'insomnie, trouvé dans la salle de bain. Les résultats toxicologiques allaient arriver plus tard, mais l'hypothèse initiale était l'empoisonnement. Le problème ? Marcus et Jenna n'avaient aucun antécédent de dépression clinique. Au contraire, selon leurs voisins, le couple semblait préparer un voyage dans la Napa Valley. Les réservations étaient confirmées pour la semaine suivante. Les billets d'avion étaient achetés. Alors pourquoi mourir maintenant ? L'enquête s'est tournée vers le passé récent de Marcus. 2 ans auparavant, il avait divorcé de Lauren Holloway après 14 ans de mariage. La raison ? Marcus avait entamé une liaison extra-conjugale avec Jenna, une coach sportive qui travaillait dans la même copropriété que Lauren. Le divorce avait été brutal. Lauren avait perdu la maison principale, obtenant une pension modeste et la garde partagée de leurs 2 enfants. Mais ce qui a attiré l'attention des détectives, c'est un détail dans les archives du tribunal. Lors de l'audience pour la garde, Lauren avait accusé Jenna d'agression physique. Selon le dossier, en juin 2007, Jenna aurait jeté une bouteille en verre sur Lauren dans le parking d'un supermarché, lui causant une profonde coupure au front. Jenna a été inculpée pour agression simple, mais l'affaire a été classée après un accord à l'amiable. Marcus a payé les dommages et intérêts. 3 mois plus tard, lui et Jenna se sont mariés à la mairie. Les détectives ont localisé Lauren dans un appartement loué dans la ville de Camarillo, à 20 km d'Oxnard. Elle travaillait comme assistante administrative dans une clinique vétérinaire. Lorsqu'elle a été informée du décès de son ex-mari et de Jenna, Lauren n'a pas montré de surprise. « Je savais que quelque chose allait mal tourner pour eux », a-t-elle déclaré selon le rapport de police. Interrogée sur son lieu de résidence dans la nuit du 11 mars, Lauren a présenté un alibi solide. Elle était à Las Vegas, logée à l'hôtel Luxor, où elle participait à un séminaire de formation professionnelle. La réservation était à son nom. Les cartes de crédit confirmèrent des transactions au casino et dans des restaurants du Strip entre le 10 et le 13 mars. Les caméras de sécurité de l'hôtel avaient enregistré son entrée et sa sortie. Tout concordait. Mais alors, pourquoi les enquêteurs n'ont-ils pas classé l'affaire ? Parce qu'en examinant les finances de Lauren, ils ont trouvé quelque chose d'étrange. Le 18 février 2009, exactement 3 semaines avant les meurtres, elle avait transféré 8 500 $ de son compte courant vers un compte d'entreprise enregistré sous le nom Apex Security Consulting LLC, basé à Carson City, dans le Nevada. L'entreprise n'avait pas de site web. Elle n'avait pas de numéro de téléphone public, seulement une boîte postale. Lorsque les détectives ont demandé les relevés bancaires d'Apex, ils ont découvert que le compte avait été ouvert seulement 2 mois auparavant, en décembre 2008, et que Lauren était la seule cliente à y avoir effectué des dépôts. 3 virements au total. 3 000 $ en janvier, 2 500 en février et les 8 500 derniers. Total, 14 000 $. Une somme colossale pour quelqu'un qui gagnait 2 100 $ par mois. Lauren avait vidé ses économies. La question qui clôturait le chapitre 1 était simple, mais dévastatrice. Si Lauren était à Las Vegas lorsque Marcus et Jenna sont morts, qui exactement a-t-elle payé pour être à Oxnard ? Les enquêteurs du comté de Ventura ont demandé un mandat pour accéder au registre complet d'Apex Security Consulting. Ils ont découvert une structure délibérément opaque. La société avait été enregistrée en ligne via un service d'incorporation express du Nevada, sans aucun employé répertorié. L'adresse commerciale était celle d'un magasin de boîtes postales dans un centre commercial de Carson City. Le comptable public chargé d'ouvrir le compte bancaire était un avocat fiscaliste de Reno nommé Gerald Fisk, qui a déclaré aux détectives n'avoir jamais rencontré personnellement le client. Toutes les communications se faisaient par email crypté et les paiements en espèces étaient déposés dans une enveloppe. Fisk a affirmé que cette pratique était courante chez les consultants en confidentialité.
et qu'il n'avait aucune obligation légale de vérifier l'identité au-delà des documents fournis, qui étaient là formellement corrects. Mais le département des homicides avait une autre piste d'enquête. En examinant les emails de Lauren Holloway, obtenus grâce à un mandat, les techniciens légistes du FBI ont trouvé des fragments récupérés de messages supprimés. Lauren avait utilisé un service de messagerie temporaire appelé Guerrilla Mail pour communiquer avec une personne identifiée uniquement sous le nom de DR entre novembre 2008 et février 2009. Les messages étaient courts, codés dans un langage vague, mais l'un d'eux était suffisamment explicite. « Je veux que le problème soit résolu avant l'anniversaire des enfants. Ils ne peuvent pas être présents à la fête. » L'anniversaire des enfants de Lauren et Marcus était le 18 mars, 6 jours après les meurtres. La pièce manquante est venue d'une source inattendue, les historiques de navigation de l'ordinateur portable personnel de Lauren, saisi lors d'une perquisition à son domicile. Entre octobre et novembre 2008, elle avait accédé à plusieurs reprises à des forums du Deep Web liés à des solutions discrètes et à des services non traçables. L'un des forums, hébergé sur un serveur en Islande, portait un nom évocateur, The Consultant's Lounge, le salon du consultant. Là, des utilisateurs anonymes proposaient des services allant du piratage informatique à, selon la description, la résolution physique de conflits. Lauren avait créé un profil sous le nom Silent Justice 47 et publié un message le 4 novembre 2008. « J'ai besoin de quelqu'un de fiable pour s'occuper de 2 cibles. Californie. Discrétion absolue. Budget jusqu'à 15 000 $. Professionnel sérieux uniquement. » 3 utilisateurs ont répondu. L'un d'eux, identifié sous le nom de D-Rook, a échangé des messages privés avec Lauren via le système interne du forum. Le FBI a réussi à retracer une partie de l'historique grâce aux journaux archivés sur le serveur. D-Rook s'est présenté comme un ancien militaire expérimenté dans les opérations sensibles, spécialisé dans les cas qui semblent naturels. Il a exigé la moitié du paiement à l'avance et a promis que le travail serait invisible pour les autorités pendant au moins 90 jours. Lauren a accepté. Les virements bancaires à Apex Security Consulting ont commencé en janvier 2009. Tout indiquait que D-Rook était l'opérateur derrière la société fantôme. Mais qui était D-Rook ? Les enquêteurs ont croisé les données du compte bancaire d'Apex avec les enregistrements des transactions financières suspectes surveillées par le FinCEN, le réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain. Et ils ont trouvé un schéma récurrent. Le compte d'Apex avait effectué des retraits à des distributeurs automatiques dans 3 villes différentes. Carson City, Reno et, étonnamment, Bakersfield, à seulement 190 km d'Oxnard. Les retraits à Bakersfield ont eu lieu les 9, 10 et 12 mars, exactement pendant la période des meurtres. Les caméras de sécurité des distributeurs automatiques ont filmé un homme blanc, âgé d'environ 35 ans, aux cheveux rasés, portant une casquette et des lunettes de soleil. La qualité était mauvaise, mais suffisante pour lancer une reconnaissance faciale. Le système a croisé l'image avec les bases de données étatiques et fédérales. En 48 heures, une correspondance a été trouvée. Derek Alan Rourke, 37 ans, résident à Sparks, Nevada, dans la banlieue de Reno. Ancien combattant de l'armée, démobilisé en 2005 après avoir servi en Irak. Casier judiciaire vierge, à l'exception d'une accusation classée sans suite pour menace en 2006. Rourke travaillait officiellement comme agent de sécurité indépendant. Il n'avait pas d'entreprise enregistrée, mais déclarait ses revenus en tant qu'indépendant. Et le détail le plus accablant, les registres de péage de l'autoroute Interstate 5 montraient que le véhicule immatriculé au nom de Rourke, un pick-up Ford F-150 argent, avait franchi le péage de Tejon Pass entre Bakersfield et Ventura, dans la nuit du 11 mars à 22h37, 2 heures avant l'heure estimée du décès de Marcus Holloway. Derek Rourke n'était pas seulement D-Rook. Il se trouvait à Oxnard le soir des meurtres. Et Lauren Holloway, bien qu'elle se trouvait physiquement à Las Vegas, avait tout planifié avec une précision chirurgicale. La vengeance n'était pas improvisée. Elle avait été sous-traitée. Les détectives du comté de Ventura ont émis un mandat d'arrêt contre Derek Alan Rourke le 19 mars 2009. Il a été localisé à son domicile à Sparks, dans le Nevada, sans opposer de résistance. Lors de la perquisition, ils ont trouvé un arsenal modeste. 3 armes à feu enregistrées, des munitions de différents calibres et du matériel de surveillance. Mais rien qui enfreignait les lois de l'État. Ce qui a attiré l'attention, c'est ce qu'ils n'ont pas trouvé. Aucun ordinateur, aucun téléphone portable, aucun document physique lié à Apex Security ou à un client. Rourke avait tout effacé, ou presque tout. Dans la boîte à gants de la camionnette Ford F-150,
Les enquêteurs ont trouvé un reçu de station-service à Bakersfield, daté du 11 mars à 19h42. La transaction avait été payée en espèces, mais la pompe à essence était équipée d'une caméra de sécurité. Les images confirmaient, c'était Rourke. Il était en route pour Oxnard. Mais lors de l'interrogatoire initial, Rourke est resté silencieux. Il a invoqué le 5e amendement et a exigé un avocat. La défense publique du Nevada a pris en charge l'affaire et a demandé l'extradition officielle vers la Californie, ce qui prendrait des semaines. Pendant ce temps, le procureur de Ventura a commencé à monter le dossier contre Lauren Holloway. Elle semblait solide, jusqu'à ce qu'une contradiction fasse tout voler en éclats. L'analyse toxicologique complète de Marcus et Jenna est arrivée le 24 mars. Tous deux sont morts d'une intoxication aiguë au zolpidem, combinée à de l'alcool, en quantité suffisante pour provoquer un arrêt respiratoire. Mais il y avait quelque chose d'inattendu. Les concentrations de zolpidem dans le sang de Jenna étaient presque 3 fois plus élevées que celles de Marcus. Cela correspondait à la différence d'heure entre les décès. Cependant, en examinant les registres des ordonnances médicales, les enquêteurs ont découvert que Jenna n'avait jamais reçu d'ordonnance de zolpidem. Marcus, oui. Il avait été diagnostiqué avec une insomnie chronique en 2007 et recevait régulièrement des ordonnances de son médecin de famille, le Dr Howard Chen, à Oxnard. La dernière ordonnance avait été renouvelée le 2 mars 2009, 10 jours avant les décès. Le flacon trouvé sur les lieux était vide, mais la pharmacie a confirmé que Marcus avait retiré 30 comprimés. S'il avait pris la dose mortelle seul, où étaient les comprimés restants? Les enquêteurs sont retournés sur les lieux du crime avec un nouvel éclairage. Ils ont réexaminé les verres de vin. Les deux contenaient des résidus de zolpidem dissous, mais à des concentrations différentes. Le verre de Jenna en contenait 3 fois plus. Cela suggérait que quelqu'un avait préparé les doses séparément, en connaissant le poids corporel de chaque victime. Marcus pesait 92 kilos, Jenna 61. La question évidente était la suivante. Derek Rourke avait-il ses connaissances techniques? Le dossier militaire de Rourke a été demandé. Il avait servi comme spécialiste en logistique et non dans le domaine médical ou chimique. Aucune formation en pharmacologie n'était mentionnée. Comment avait-il donc calculé les doses avec une telle précision? La réponse est venue d'une source inattendue, les relevés téléphoniques de Lauren Holloway. Bien qu'elle se trouvait à Las Vegas au moment des meurtres, son téléphone était actif. Et dans l'après-midi du 11 mars, quelques heures avant les meurtres, elle a passé un appel de 11 minutes vers un numéro non enregistré dans son répertoire. Ce numéro appartenait à un téléphone prépayé acheté dans un magasin 7-Eleven de Reno, dans le Nevada, le 8 mars. Les antennes relais ont triangulé la position de ce téléphone pendant l'appel. Il se déplaçait sur l'autoroute Interstate 5, dans le sud de la Californie, près de Bakersfield. Derek Rourke était en route pour Oxnard, et Lauren lui donnait des instructions en temps réel. Mais il y avait un problème plus grave. En écoutant l'enregistrement de l'appel, obtenu grâce à une écoute judiciaire rétroactive autorisée par un juge fédéral, les enquêteurs ont remarqué quelque chose de troublant. Lauren ne donnait pas d'instructions sur la manière d'exécuter le plan. Elle discutait de l'opportunité de l'annuler. « Je ne sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout, » disait Lauren, la voix tremblante. « Mes enfants grandiront en sachant ce que j'ai fait. » La réponse de Rourke a été froide. « Tu as déjà payé. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Si tu essaies de m'arrêter maintenant, tu deviens le problème. » L'appel s'est terminé brusquement. Lauren n'a pas appelé la police. Elle n'a pas essayé d'avertir Marcus ou Jenna. Et 3 heures plus tard, ils étaient morts. Ce détail changeait tout. Le ministère public espérait prouver la préméditation évidente, un cas flagrant de meurtre commandité. Mais l'enregistrement semait le doute. Lauren avait tenté de faire marche arrière au dernier moment et avait été menacée par l'exécuteur. La défense publique de Lauren, récemment engagée, a fait valoir qu'il s'agissait d'un cas de coercition, que Rourke avait détourné le plan et que Lauren était devenue l'otage de sa propre décision. Les procureurs ont rétorqué. Elle avait eu des semaines pour dénoncer l'affaire. Elle avait créé le profil sur le Deep Web. Elle avait transféré l'argent. Hésiter à la dernière seconde n'efface pas des mois de planification. Mais l'enregistrement a semé le doute. Et dans les affaires où la peine de mort est envisagée, comme c'était le cas ici, le doute suffit à tout faire basculer. Le procès s'annonçait brutal. Mais avant cela, il manquait une pièce cruciale. Où se trouvait exactement Derek Rourke lorsque Marcus et Jenna sont morts? Car le péage le situait près d'Oxnard, mais pas à l'intérieur de la maison. La réponse est venue d'un voisin que les enquêteurs n'avaient interrogé que superficiellement lors de leur première enquête. Gerald Matsuda, 68 ans, vivait 3 maisons au sud de la résidence de Marcus et Jenna, sur Ocean View Drive.
Retraité de la marine marchande, Matsuda avait un passe-temps particulier, l'observation des oiseaux côtiers. Afin de documenter les espèces rares qui fréquentaient la plage, il avait installé une caméra de surveillance haute définition orientée vers le Pacifique, capturant non seulement la mer, mais aussi une partie de la rue. Le 2 avril, près de 3 semaines après les meurtres, Matsuda s'est spontanément présenté au département des homicides. Il avait revu ses enregistrements archivés et trouvé quelque chose d'important. Dans la nuit du 11 mars, entre 23h14 et 23h52, la caméra de Matsuda a filmé une camionnette argentée garée dans la rue, à environ 40 mètres de la maison de Marcus et Jenna. L'angle ne permettait pas de voir la plaque d'immatriculation dans son intégralité, mais le modèle correspondait à la Ford F-150 de Derek Rourke. Plus important encore, à 23h29, un homme est sorti de la maison de Marcus avec un sac à dos noir, s'est dirigé vers la camionnette et est resté à l'intérieur du véhicule pendant environ 18 minutes. À 23h47, le véhicule est parti en direction du nord. La qualité de l'image a permis une analyse médico-légale par reconnaissance faciale. Le FBI a confirmé 91% de probabilité qu'il s'agisse de Derek Alan Rourke. Il était à l'intérieur de la maison. Mais cela soulevait une question encore plus sombre. Si Rourke a administré le zolpidem aux victimes vers 23h00 et que Marcus est mort en premier, pourquoi Jenna n'a-t-elle pas réagi? Pourquoi n'a-t-elle pas appelé à l'aide? L'autopsie révisée a révélé un détail qui était passé inaperçu. De petites ecchymoses sur le dos des mains de Jenna, compatibles avec une tentative de défense. Elle avait essayé de résister. Mais le rapport indiquait également la présence de traces de ruban adhésif, des micro-résidus d'adhésif trouvés sur ses poignets et dans sa bouche. Rourke avait immobilisé Jenna. Il l'avait forcée à ingérer la dose mortelle. Il avait attendu qu'elle perde connaissance. Il avait retiré les liens. Il avait effacé les traces les plus évidentes. Et il avait mis en scène un double suicide qui avait presque fonctionné. La brutalité de la méthode contredisait la promesse de Rourke d'une mort naturelle et invisible. Mais elle révélait aussi quelque chose sur son expérience. Il savait exactement combien de temps attendre pour s'assurer qu'ils étaient tous les deux morts avant de partir. Ce niveau de froideur ne venait pas d'une formation militaire de base. Il venait de la pratique. Les enquêteurs ont élargi leurs recherches. Ils ont demandé le dossier complet de Rourke au ministère de la Défense et au FBI. Ce qu'ils ont trouvé était troublant. Bien que Rourke ait été honorablement libéré de l'armée en 2005, son dossier militaire contenait une note classée « incident disciplinaire non poursuivi » lors d'une opération en Irak en 2004. Selon des documents obtenus via le Freedom of Information Act, Rourke avait fait l'objet d'une enquête interne pour suspicion d'usage excessif de la force contre des civils lors d'une perquisition à Falloujah. Mais l'affaire avait été classée sans suite faute de témoins coopératifs. Après son retour aux États-Unis, il n'a jamais sollicité les services de santé mentale de l'administration des anciens combattants, VA, ce qui est courant chez les vétérans atteints de SSPT. Il a travaillé dans la sécurité privée pour des casinos à Reno, puis comme escorte pour le transport de fonds. Aucun employeur n'a enregistré de plainte, mais aucun employeur ne l'a non plus gardé plus de 18 mois. Rourke était compétent, mais inquiétant. L'enquête financière s'est également approfondie. Les 14 000 $ versés par Lorraine n'étaient pas sa seule source de revenus à cette époque. Les registres du fisc américain ont montré que Rourke avait déclaré 47 000 $ de revenus en tant que consultant en sécurité en 2008, un montant disproportionné pour quelqu'un qui effectuait officiellement des travaux sporadiques. L'origine de ces montants? Des virements provenant de 3 autres comptes d'entreprises fantômes, tous enregistrés au Nevada, tous avec une structure identique à celle d'Apex Security Consulting. 2 de ces entreprises étaient déjà inactives. La 3e, appelée Sentinel Advisory Group, avait reçu des virements provenant d'un compte au nom d'un homme d'affaires de Las Vegas, Samuel Ortega, entre mai et juillet 2008. Ortega était propriétaire d'une chaîne de laverie en libre service, et en août 2008, son ex-femme, Diana Ortega, était décédée dans ce qui semblait être un accident domestique, une chute mortelle dans l'escalier de leur résidence à Henderson, dans le Nevada. Les détectives de Ventura ont contacté le département de police de Henderson. L'affaire Ortega avait été classée comme accident. Aucun signe de lutte, aucun témoin, aucun suspect. Diana avait des antécédents de vertige. L'escalier était raide. Tout semblait logique, à l'exception d'un détail que personne n'avait approfondi. Samuel Ortega était le bénéficiaire d'une police d'assurance vie de 250 000 $ souscrite par Diana 6 mois avant sa mort. Et 3 semaines après le décès, Samuel avait transféré 12 000 $ au Sentinel Advisory Group. Le schéma était identique à celui de l'affaire Holloway.
Derek Rourke n'en était pas à son coup d'essai. Il était tueur à gages depuis au moins 1 an. Et il y avait probablement d'autres victimes. Le parquet de Ventura était désormais confronté à une décision stratégique. Élargir l'accusation pour inclure plusieurs homicides dans différentes juridictions, ce qui renforcerait l'affaire mais retarderait le procès. Ou se concentrer exclusivement sur l'affaire Holloway et utiliser les preuves du schéma de Rourke comme circonstance aggravante. Pendant ce temps, Lauren Holloway restait détenue sans caution à Ventura. Son avocat a proposé un accord de plaidoyer de culpabilité. Lauren témoignerait contre Rourke en échange d'une réduction de peine. Le parquet a examiné l'offre. Mais il y avait une résistance interne. Lauren n'était pas une victime. C'était elle qui avait tout déclenché. Et l'enregistrement téléphonique, même s'il montrait une certaine hésitation, montrait également qu'elle n'avait rien fait pour empêcher l'inévitable. La question morale était simple. Jusqu'où va la responsabilité de celui qui allume le feu, mais qui regrette ensuite de ne pas pouvoir l'éteindre? La convergence finale a commencé par une erreur que Derek Rourke n'aurait jamais dû commettre. Le 7 avril 2009, détenu sans caution dans une cellule de sécurité maximale du comté de Washoe, dans le Nevada, en attendant son extradition officielle vers la Californie, Rourke a demandé à passer un appel téléphonique. Un droit constitutionnel. L'avocat commis d'office a supposé que cet appel serait destiné à sa famille ou à la discussion d'une stratégie juridique. Mais Rourke a appelé un numéro non identifié dans la zone correspondant à l'indicatif 702, Las Vegas. L'appel n'a duré que 43 secondes et a été surveillé, conformément au protocole standard. La voix à l'autre bout du fil était masculine, hésitante. « Tu as dit que tu ne me contacterais jamais directement », a déclaré l'homme. Rourke a répondu « J'ai besoin que tu fasses disparaître tout. Les ordinateurs, les papiers, l'enveloppe que j'ai laissée dans l'entrepôt. Brûle tout. » L'homme à l'autre bout du fil a raccroché. L'appel a été intercepté et immédiatement transmis au FBI. Une recherche inversée a permis d'identifier le numéro comme appartenant à un téléphone fixe enregistré au nom de Samuel Ortega, l'entrepreneur en blanchisserie dont l'ex-femme, Diana, était décédée en 2008 dans des circonstances qui semblaient désormais tout sauf accidentelles. Le FBI de Las Vegas a obtenu un mandat de perquisition pour le domicile d'Ortega à Summerlin, une banlieue de classe moyenne supérieure. Lorsque les agents sont arrivés le 8 avril, ils ont trouvé Ortega en train de détruire des documents dans un foyer improvisé dans son jardin. Il a été immédiatement arrêté. Parmi les papiers partiellement brûlés, les agents ont récupéré des fragments d'emails imprimés, des relevés bancaires et surtout une lettre manuscrite datée de mars 2008, dans laquelle Ortega détaillait sa frustration face au divorce et mentionnait explicitement « J'ai besoin d'une solution permanente au problème Diana. Je ne supporte plus de payer une pension alimentaire à vie à quelqu'un qui a détruit ma vie. » Interrogé, Samuel Ortega a d'abord tout nié, mais confronté aux relevés financiers qui reliaient ses virements bancaires à Sentinel Advisory Group et par extension à Derek Rourke, il a craqué. Ortega a avoué avoir engagé Rourke sur recommandation d'une connaissance du circuit de poker clandestin de Las Vegas. Selon Ortega, Rourke s'était présenté comme quelqu'un qui résolvait des problèmes complexes sans laisser de traces. Ortega lui avait versé 15 000 $ en 3 versements. Rourke lui avait garanti que la mort de Diana semblerait accidentelle. Et elle l'a semblé. Jusqu'à présent. La confession d'Ortega ne confirmait pas seulement le mode opératoire de Rourke, elle fournissait également le témoignage direct d'un client qui pourrait témoigner devant un jury. Mais le procureur de Ventura en voulait plus. Il voulait comprendre l'ampleur totale des activités de Rourke. Combien de cas non résolus au Nevada, en Californie et dans d'autres États pouvaient être liés à lui? Le FBI a formé une équipe spéciale multi-étatique. Ils ont analysé les décès classés comme accidentels ou suicides au Nevada, en Californie, en Arizona et en Utah entre 2006 et 2009. Ils ont filtré les cas dans lesquels des virements bancaires importants avaient été effectués par des membres de la famille ou des conjoints vers des comptes d'entreprises fictives dans les mois précédant les décès. Ils ont trouvé 7 cas potentiels. 3 ont été écartés faute de preuves claires. Mais 4 cas correspondaient de manière alarmante au mode opératoire de Rourke. Le premier, Linda Vasquez, 44 ans, de Tucson, en Arizona. Elle est décédée en juin 2007 d'une overdose de médicaments contre l'hypertension, classée comme suicide. Son ex-mari, Ernesto Vasquez, avait transféré 10 000 $ sur un compte d'entreprise appelé Guardian Solutions LLC, une autre société fantôme du Nevada, 2 mois avant son décès. Deuxième cas, Thomas Brennan, 52 ans, de Provo, dans l'Utah. Il est décédé en novembre 2007 dans un accident de voiture apparent. Il a quitté la route sur l'Interstate 15 pendant la nuit, sans témoin. L'enquête locale a conclu qu'il s'était endormi au volant.
Mais les relevés bancaires ont montré que son ex-femme, Meredith Brennan, avait transféré 13 000 $ à Guardian Solutions 3 semaines avant l'accident. Le troisième, Angela Reyes, 38 ans, de Fresno en Californie, retrouvée morte dans sa baignoire en février 2008. Cause officielle, noyade accidentelle après consommation d'alcool. Son ex-compagnon, Victor Delgado, avait transféré 11 000 $ sur un compte d'entreprise appelé Redline Consulting Group, une autre société fantôme du Nevada, en janvier 2008. Le quatrième cas était le plus troublant. Brian Kowalski, 29 ans, de Boulder City, Nevada. Il est mort en mai 2008 après être tombé d'une falaise lors d'une randonnée nocturne dans la Lake Mead National Recreation Area. Aucun témoin. Son corps a été retrouvé 3 jours plus tard. L'enquête a conclu à un accident. Mais la petite amie de Brian, Jessica Thorne, avait reçu une police d'assurance vie de 200 000 $ 2 semaines avant le décès. Une police que Brian aurait signée, bien que ses collègues aient déclaré qu'il n'avait jamais mentionné d'assurance vie. Et Jessica a transféré 12 000 $ au Sentinel Advisory Group en avril 2008, un mois avant la chute. Lorsqu'elle a été localisée et interrogée par le FBI à Las Vegas, Jessica Thorne a nié toute implication. Mais l'analyse graphologique de la signature de Brian sur la police a révélé des incohérences, laissant fortement présager une falsification. Jessica a été inculpée pour fraude à l'assurance et complot en vue de commettre un homicide. Derek Rourke n'était pas seulement un tueur à gages. Il avait mis en place une opération sophistiquée, presque industrialisée, destinée à des clients prêts à payer pour des solutions propres. Et le profil des victimes était cohérent. Toutes se trouvaient dans des situations de divorce conflictuel, de séparation coûteuse ou de disputes financières intenses. Rourke exploitait une demande sinistre, celle de personnes ordinaires, sans lien avec le milieu criminel, qui voulaient se débarrasser de leurs ex-conjoints ou partenaires, mais n'avaient ni le courage ni les compétences nécessaires pour agir seuls. Il leur offrait exactement cela, une distance émotionnelle, une expertise technique et l'illusion que personne ne serait pris. Mais l'illusion s'est effondrée avec Lauren Holloway, et la raison pour laquelle elle s'est effondrée était, ironiquement, l'hésitation même de Lauren. Si elle avait maintenu son cap froid et calculé, sans appeler Rourke dans la nuit du 11 mars sans exprimer de doute, l'affaire n'aurait peut-être jamais été résolue. L'enregistrement téléphonique a conduit les enquêteurs à approfondir leur analyse. La caméra du voisin Matsuda a fourni la preuve matérielle. Et l'appel téléphonique de Rourke à Samuel Ortega depuis la prison, un acte désespéré, a déclenché l'effet domino qui a mis au jour tout le réseau. Le 22 avril 2009, Derek Alan Rourke a été officiellement inculpé dans le comté de Ventura pour 2 homicides qualifiés, Marcus Holloway et Jenna Cordova, avec circonstances aggravantes, meurtre commandité, préméditation, victimes multiples. Le procureur a annoncé qu'il demanderait la peine de mort. Simultanément, Rourke a été inculpé au Nevada pour homicide volontaire dans l'affaire Diana Ortega. Et les enquêtes sur les affaires Vasquez, Brennan, Reyes et Kowalski ont été rouvertes avec le soutien du gouvernement fédéral. Rourke risquait au moins 6 accusations de meurtre dans 4 États. Son avocat commis d'office a tenté de négocier un accord de confession en échange d'une peine d'emprisonnement à perpétuité sans peine de mort, mais le procureur de Ventura a refusé. L'affaire allait être jugée, et elle allait faire jurisprudence. Lauren Holloway, quant à elle, était confrontée à une décision cruciale. Son avocat, Michael Brenner, un vétéran de la défense pénale avec 28 ans d'expérience, a fait valoir qu'elle avait 2 options. Aller devant un jury et miser sur l'enregistrement téléphonique pour semer un doute raisonnable, ou accepter un accord de plaidoyer de culpabilité. Le procureur a finalement fait une proposition formelle. Lauren témoignerait contre Rourke en échange d'une réduction de la peine de meurtre avec circonstances aggravantes à homicide involontaire avec circonstances atténuantes, soit une peine de 15 à 25 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après 12 ans. Brenner a recommandé d'accepter. Mais Lauren était partagée. Témoigner signifiait admettre publiquement, devant ses enfants, devant les médias, devant le monde entier, qu'elle avait planifié la mort de leur père et de leur belle-mère. Cela signifiait porter ce fardeau pour toujours. Et cela signifiait aussi révéler toute la vérité à ses enfants, ce qu'elle redoutait paradoxalement plus que la prison. Les enfants de Lauren et Marcus, Tyler, 11 ans, et Emma, 9 ans, étaient sous la garde temporaire de leurs grands-parents paternels depuis l'incarcération de Lauren. Ils savaient que leur père et leur belle-mère étaient morts. Ils savaient que leur mère était en prison. Mais ils ne savaient pas pourquoi. Les grands-parents, conseillés par des psychologues pour enfants, avaient choisi de protéger les enfants de toute la vérité jusqu'à ce qu'ils soient plus âgés. Mais le procès serait public. Les médias couvriraient tout. Tyler et Emma finiraient inévitablement par découvrir la vérité.
Michael Brenner a fait valoir que si Lauren avouait et coopérait, elle aurait le contrôle du récit. Elle pourrait écrire une lettre à ses enfants pour leur expliquer, avec ses propres mots, ce qui s'était passé, pourquoi cela s'était produit, et exprimer ses sincères remords. Si elle allait devant un jury et perdait, ce qui était probable, le récit serait contrôlé par l'accusation. Et l'accusation n'aurait aucune pitié. Le 6 mai 2009, Lauren Holloway a accepté l'accord. Elle a plaidé coupable d'homicide involontaire avec circonstances atténuantes et a accepté de témoigner contre Derek Rourke dans toutes les procédures judiciaires fédérales et d'État nécessaires. La sentence a été prononcée le 18 mai. 18 ans de prison à l'établissement correctionnel pour femmes de Californie à Chowchilla, avec possibilité de libération conditionnelle après 14 ans. Lauren a lu une brève déclaration au tribunal. Elle a présenté ses excuses à ses enfants. Elle a présenté ses excuses à la famille de Jenna Cordova. Elle n'a pas mentionné Marcus, peut-être parce qu'elle éprouvait encore de la colère, peut-être parce qu'elle ne pouvait pas supporter le poids d'avoir détruit le père de ses propres enfants. La déclaration s'est terminée par une phrase qui a fait la une des journaux nationaux. « Je pensais pouvoir externaliser ma vengeance et garder les mains propres, mais les mains ne sont jamais propres, ni les consciences. » Le procès de Derek Alan Rourke a débuté le 14 septembre 2009 devant la Cour supérieure du comté de Ventura. L'accusation a présenté 47 témoins, dont Lauren Holloway, Samuel Ortega, des experts légistes, des enquêteurs du FBI et même Gerald Matsuda, le voisin dont la caméra d'observation des oiseaux a capturé le moment critique. La défense de Rourke a tenté de discréditer Lauren en tant que témoin, arguant qu'elle avait tout à gagner à accuser Rourke, mais les preuves matérielles étaient accablantes. Les enregistrements des péages, les images des caméras de sécurité, l'enregistrement téléphonique, les résidus de ruban adhésif sur le corps de Jenna, le schéma des affaires précédentes. Tout concordait. Le jury a délibéré pendant seulement 11 heures. Le 7 octobre 2009, Derek Alan Rourke a été reconnu coupable de 2 homicides qualifiés avec circonstances aggravantes. La phase de détermination de la peine a commencé immédiatement. L'accusation a présenté les preuves des affaires Ortega, Vasquez, Brennan, Reyes et Kowalski, comme circonstances aggravantes, arguant que Rourke représentait un danger permanent pour la société. La défense a tenté de faire valoir que Rourke souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique non traité depuis son séjour en Irak, qu'il avait été abandonné par le système de santé de l'administration des anciens combattants, VA, et qu'il méritait un traitement et non l'exécution. Mais le jury n'a pas été convaincu. Le 21 octobre 2009, Derek Alan Rourke a été condamné à mort par injection létale. Il a été transféré dans le couloir de la mort de la prison d'État de San Quentin, où il se trouve toujours aujourd'hui, dans l'attente d'appels automatiques qui pourraient s'étendre sur des décennies. Rourke n'a jamais avoué. Il n'a jamais exprimé de remords. Et il n'a jamais révélé combien d'autres cas existent, combien de morts accidentelles ou de suicides dans les archives policières des États de l'Ouest américain pourraient en fait être des contrats exécutés par lui. Les affaires rouvertes de Vasquez, Brennan, Reyes et Kowalski ont donné lieu à de nouvelles accusations. Ernesto Vasquez, Meredith Brennan, Victor Delgado et Jessica Thorne ont tous été inculpés de complot en vue de commettre un homicide. 3 d'entre eux ont accepté des accords de plaidoyer et ont témoigné contre Rourke dans des procès au niveau de l'État. Jessica Thorne a été la seule à passer en jugement et à perdre. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les autres ont été condamnés à des peines comprises entre 12 et 20 ans. Samuel Ortega, dont les aveux avaient été cruciaux, a été condamné à 16 ans et purge sa peine dans le Nevada. Aucun d'entre eux n'a exprimé de remords significatifs. Tous ont, d'une manière ou d'une autre, tenté de se présenter comme des victimes, des circonstances, de la manipulation, du désespoir émotionnel. Mais le schéma était clair. Ils avaient choisi la mort comme solution, et ils avaient choisi Derek Rourke comme exécuteur. En mars 2023, 14 ans après les meurtres, Lauren Holloway est devenue éligible à une audience de libération conditionnelle. Elle avait purgé sa peine à Chowchilla avec un comportement exemplaire, suivi des programmes de réinsertion et entretenu une correspondance régulière avec ses enfants, désormais adultes. Tyler, 25 ans, travaillait comme technicien informatique à San Diego. Emma, 23 ans, étudiait la psychologie à l'Université de Californie. Tous deux avaient témoigné lors de l'audience. Tyler avait demandé que sa mère soit libérée. Emma avait demandé qu'elle reste en prison. La commission des libérations conditionnelles a rejeté la demande par 2 voix contre 3. Lauren aura une nouvelle chance en 2026. Derek Rourke reste dans le couloir de la mort de San Quentin, où il a déjà passé 14 ans en isolement. Tous ses recours automatiques ont été rejetés.
La Cour suprême de Californie a refusé de réexaminer son cas en 2019. Son dernier recours fédéral a été rejeté en 2022. La date de l'exécution n'a pas encore été fixée. La Californie a suspendu les exécutions depuis 2019 en raison d'un moratoire décrété par le gouverneur Gavin Newsom. Mais la sentence reste en vigueur. Rourke accorde peu d'interviews. En 2018, il a accordé un entretien unique à un documentariste dans lequel il a déclaré « Je rendais service. Les gens venaient me voir parce que le système judiciaire les avait laissés tomber. Les divorces détruisent des vies financièrement. J'offrais une alternative. » Lorsqu'on lui a demandé s'il éprouvait des remords pour les victimes, il a répondu « Les remords, c'est pour ceux qui pensent avoir fait quelque chose de mal. » L'interview n'a jamais été diffusée. La production a été annulée après les protestations des familles des victimes. Sur les 4 complices condamnés dans les affaires connexes, 3 ont déjà été libérés. Ernesto Vasquez a purgé 11 ans, est sorti en 2020 et vit discrètement au Texas. Meredith Brennan a purgé 13 ans, a été libéré en 2021 sous conditionnel et a déménagé dans l'Oregon. Victor Delgado a purgé 12 ans et a été expulsé vers le Mexique en 2022, sa citoyenneté américaine ayant été révoquée. Jessica Thorne, condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, est toujours incarcérée. Elle tente de rouvrir son dossier en invoquant l'incompétence de sa défense, mais sans succès jusqu'à présent. Samuel Ortega purge sa peine au Nevada et devrait être libéré sur parole en 2027. Tyler et Emma Holloway ont grandi sous la garde de leurs grands-parents paternels à Santa Barbara. Tous deux ont suivi une thérapie intensive. En 2019, Tyler a publié un essai sur un site web de récits personnels intitulé « Quand votre mère est une meurtrière », dans lequel il réfléchissait « Je n'arrive pas à détester ma mère. Elle a fait quelque chose d'horrible, mais c'est aussi elle qui m'a appris à lire, qui me serrait dans ses bras quand je faisais des cauchemars. Comment concilier tout cela ?» Emma ne s'est jamais exprimée publiquement, mais dans une lettre lue lors de l'audience de 2023, elle a écrit « Pardonner ne signifie pas oublier. Et je ne suis prête ni pour l'un ni pour l'autre. » La famille de Jenna Cordova, ses parents, qui vivent toujours en Californie, ne s'est jamais remise de cette perte. Dans une interview accordée en 2015, la mère de Jenna, Patricia Cordova, a déclaré « Ma fille n'était pas parfaite. Elle s'est engagée dans une relation avec un homme marié. Mais cela ne justifie rien. C'était une personne, pas une cible. » Le père de Jenna est décédé en 2020 sans jamais avoir visité la tombe de sa fille. Il disait qu'il ne pouvait pas accepter son départ. L'affaire Holloway-Rourke a entraîné des changements législatifs. En 2011, la Californie a adopté une loi obligeant les plateformes en ligne hébergées dans l'État à signaler aux autorités toute activité suspecte impliquant des services de violence à la demande, sous peine de lourdes amendes. Le Nevada a comblé les lacunes de la législation sur la constitution des sociétés, en exigeant l'identification vérifiée des bénéficiaires finaux. Et le FBI a créé une unité spécialisée dans la traque des meurtres commandités facilités par Internet, qui a déjà identifié 12 autres opérateurs actifs entre 2010 et 2023. Mais les experts avertissent, pour chaque Derek Rourke capturé, d'autres restent invisibles. Internet a rendu possible ce qui exigeait auparavant des connexions criminelles, un accès facile, anonyme et apparemment sans risque à des personnes prêtes à tuer pour de l'argent. Lauren Holloway n'a pas eu besoin de connaître des gangs ni de se salir les mains. Elle n'avait besoin que d'un ordinateur portable, de ressentiment et de 14 000 $. Et c'est cette accessibilité qui empêche les enquêteurs de dormir la nuit.